Est-ce que les BCAA sont le complément miracle pour booster vos performances sportives et votre récupération? Est-ce qu'ils devraient être pris par tous les pratiquants de musculation? Ou bien est-ce que ces acides aminés branchés sont inutiles et sont un bel exemple de marketing des vendeurs de compléments? Bonjour, c'est Benjamin et comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler d'une des stars du rayon supplément pour les sportifs, les BCAA. Et si vous n'êtes pas du tout sportif, je vous invite tout de même à bien regarder cette vidéo car vous allez apprendre comment on analyse les allégations face aux réelles preuves scientifiques, ce qui vous sera toujours utile pour juger de l'intérêt d'autres compléments à l'avenir. Je me doute que cette vidéo sera regardée par des partisans des BCAA et même par certaines marques. Je vais donc être très clair. Tout ce que je vais raconter dans cette vidéo, ce n'est pas moi, Benjamin, qui me pose devant ma caméra là pour sortir de mon chapeau une opinion. On s'en moque complètement de mon avis subjectif. Comme dans toutes mes vidéos de vulgarisation, j'évite de partir avec un a priori dans un sens ou dans l'autre. Je fais, et ce que je vous propose, c'est une synthèse de toute la littérature scientifique sur le sujet, et je me réfère aussi aux avis des véritables experts qui, eux, la jugent dans ce cas-là, que les BCA pris en supplément ne sont pas utiles, comme le professeur Stuart Phillips, l'un des plus grands spécialistes des protéines, Asker Jukendrup, un nutritionniste du sport reconnu internationalement, ou Bran Schoenfeld, l'un des plus grands noms très respectés dans le monde de la science de la musculation. Bref, comme vous allez le voir en détail, tout le consensus scientifique pointe tout de même vers une absence de preuves pour les différentes allégations faites sur les BCA. Après, libre à vous de préférer croire l'avis du mec qui va à la salle avec vous. Je vais même être vraiment totalement transparent avec vous. Il m'arrive d'écrire de temps en temps des articles de vulgarisation scientifique pour des marques de compléments, sur la même démarche que mes vidéos là. Il y a plein de marques qui vendent justement des BCA, donc ce n'est même pas forcément dans mon intérêt de trop critiquer ce produit, si je voulais éviter de me mettre à dos ces entreprises, mais je vous dis ce que je leur dis aussi à chaque fois. Moi, j'écris uniquement sur la réalité des connaissances scientifiques, ni plus ni moins, et je ne vais pas aller inventer des allégations là où elles n'existent pas, tout simplement. D'ailleurs, petite parenthèse rapide d'autopromo, si vous voulez réellement tout savoir sur la nutrition sportive avec justement une information 100% objective, non seulement sur toutes les données, sur l'alimentation, mais également un module entier sur justement tous les compléments utiles ou inutiles, sur le même modèle que cette vidéo, allez vous inscrire à mon programme en ligne Natura Power qui comprend environ 55 vidéos pour enfin faire rimer santé et performance, quel que soit le sport que vous pouvez pratiquer. Et pour fêter à la fois le fait que les salles de sport viennent de rouvrir il y a quelques jours quand je tourne cette vidéo et les 1 an du lancement de ce programme, je vous offre une réduction de 20% avec le code promo été 2021. Le lien et les infos sont dans la description comme d'habitude. L'été est vraiment, selon moi, le moment idéal pour apprendre, pour avoir toutes les connaissances, pour justement bien démarrer à la rentrée avec toutes les bonnes habitudes déjà en place. Alors, commençons par quelques définitions pour savoir de quoi on parle exactement. BCAA, ce sont les initiales pour Branched Chain Amino Acids. En français, les acides aminés à chaîne latérale ramifiée, ce nom venant tout simplement de leur structure moléculaire particulière. Comme vous le savez, une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés, un peu comme un collier de perles. Vous pouvez trouver soit des protéines entières, soit, notamment dans le monde des suppléments, des acides aminés individuels isolés. Il existe 21 acides aminés de base qui constituent ces protéines, dont 9 sont considérés comme essentiels pour l'homme parce que notre organisme ne sait pas les synthétiser tout seul, et ils doivent donc venir de l'extérieur par l'alimentation. Et dans ces 9, il y en a 3, la leucine, l'isoleucine et la valine, qui sont ces fameux BCAA. Ces acides aminés ramifiés sont très présents dans les protéines musculaires, et la leucine a la particularité de stimuler plus spécifiquement l'anabolisme musculaire. Il est donc important de comprendre que ces BCAA se trouvent naturellement dans les protéines alimentaires entières, complètes, mais dans des proportions diverses, les protéines végétales étant en moyenne notamment plus pauvres en leucine, et la fameuse whey, la protéine de petit lait bien connue des sportifs, étant au contraire très riche en BCAA. Il est absolument fondamental que vous compreniez que je vais vous parler ici de l'intérêt ou non d'une supplémentation spécifique en BCAA, en plus des protéines que vous mangez au quotidien. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui.
pour répondre à cette question spécifique, faut-il que vous achetiez et preniez des BCAA en complément dans le cadre de votre pratique sportive? Parce qu'il n'y a pas de question sur l'intérêt des BCAA présents dans les protéines complètes, par contre, évidemment. Pour les raisons que je viens de citer, on avait identifié à l'origine les BCAA comme un supplément potentiellement intéressant pour les sportifs, hein. Dans les années 80, les premiers travaux qui ont été effectués sur des rats, pas sur des hommes, avaient montré que les BCAA étaient peut-être un facteur limitant de la synthèse protéique musculaire. Sauf que, gros bémol, le fonctionnement de cette synthèse est différent chez les humains. C'est pour cela qu'il faut se focaliser sur les études faites sur l'homme et ne pas tirer de conclusions hâtives d'études faites sur des animaux. Je vous propose donc d'analyser en détail les 4 allégations principales que l'on trouve le plus souvent associées au BCAA, à savoir stimuler la synthèse protéique et l'anabolisme musculaire, améliorer la force, diminuer les courbatures et faciliter la récupération, et enfin diminuer la fatigue centrale pendant l'effort. Pour chacun de ces points, on va simplement regarder objectivement les preuves scientifiques qui existent, analyser ce qui se dégage du consensus et non pas bien sûr juste choisir une étude qui nous arrange et qui ira dans le sens voulu, ce que font malheureusement, comme vous le savez, souvent beaucoup de gens sur ce genre de sujet, et donc conclure ensuite honnêtement de l'intérêt ou non des BCAA dans chacun de ces cas. Commençons par la première allégation sur le sujet de l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire la construction et l'augmentation de votre masse musculaire. On a plusieurs études qui ont analysé la prise de BCAA ou de leucine toute seule en parallèle d'entraînement de musculation. Et ce qui tombe très bien, c'est qu'un papier est paru très récemment en mars 2021 dans l'International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, revue écrite par des noms très connus du milieu, notamment Brian Schoenfeld, que j'ai déjà cité, qui a écrit des ouvrages de référence sur la science de la musculation et l'hypertrophie. Et dans ce papier, les auteurs font justement, c'est parfait, un résumé de l'état des connaissances sur le sujet que je vais donc reprendre ici. Tout d'abord, ils soulignent, à juste titre, que pour la construction de protéines musculaires, il faut l'ensemble des acides aminés essentiels, pas seulement de la leucine ou des BCAA qui peuvent éventuellement initier le métabolisme, mais la réponse sera limitée en l'absence d'une quantité suffisante des autres acides aminés. Sur ce sujet de la synthèse protéique musculaire, c'est fondamental à comprendre. Pour construire du muscle, il faut l'ensemble des acides aminés. Pour prendre une métaphore, la leucine, c'est un peu, si vous voulez, comme un chef de chantier qui va dire à son équipe de commencer à construire un bâtiment, mais derrière, il faut tout le matériel, le béton, les poutres en métal, etc., pour construire l'immeuble. Pour les muscles, c'est un peu pareil. Il faut l'ensemble des briques, des acides aminés, qui seront apportés par des protéines complètes. La question qui reste est, est-ce qu'il faut, dans ce cas, apporter de la leucine en plus? Comme le disent les chercheurs, les données sont assez claires sur ce sujet. Chez des sujets jeunes et d'âge moyen, il n'y a aucun avantage à la prise de leucine ou de BCAA supplémentaires sur les différentes mesures de l'hypertrophie musculaire dans le contexte d'un apport en protéines suffisant, ce qui est un point fondamental. Alors, qu'est-ce qu'un apport suffisant? La limite semble assez claire à partir de 1,6 g de protéines par kilo de poids corporel par jour pour les pratiquants de sport de force. Ça tombe bien, c'est ce qui est recommandé justement en général, en moyenne, pour des pratiquants réguliers, donc de sport de force et de musculation. Qu'en est-il dans le contexte d'une restriction calorique, c'est-à-dire si vous continuez à vous entraîner tout en faisant un régime, parce que vous cherchez à perdre un peu de gras, par exemple. Il existe beaucoup moins d'études sur les effets des BCAA dans ce cadre, et celles disponibles sont d'assez mauvaise qualité, malheureusement. Alors, d'un autre côté, il est aussi recommandé de manger suffisamment de protéines quand on est en restriction calorique, justement, pour mieux préserver sa masse musculaire, surtout si on s'entraîne en parallèle, et également parce que les protéines sont le macronutriment le plus rassasiant, permettant de mieux contrôler sa faim. Il n'y a donc, à date, pas de preuve d'un intérêt des BCAA supplémentaires dans ce contexte. Et pour finir sur cette partie, il y a 2 catégories de la population à part. Ce sont les seniors et les végétaliens, les véganes.
Vous le savez certainement, plus on vieillit, plus la synthèse de protéines musculaires devient moins efficace et plus un phénomène qui s'appelle la sarcopénie, qui est la perte de masse musculaire, s'accélère après 50 ans. C'est pour cela que le rôle en particulier de la leucine a été étudié dans ce cadre, dans le cadre de la malnutrition chez les seniors. Mais encore une fois, quand on rentre vraiment dans le détail des travaux disponibles, on se rend compte qu'il y a souvent des problèmes de méthodologie, on compare quoi à quoi, et surtout chez les seniors, le problème le plus courant, comme je le disais, c'est un apport insuffisant en protéines. Donc oui, la prise de leucine pourrait avoir un effet positif sur la masse musculaire chez des personnes âgées qui ne mangent pas assez de protéines. Mais on en revient encore une fois à la même conclusion que pour les autres catégories d'âge. Pour votre masse musculaire, concentrez-vous avant tout sur un apport quotidien suffisant en protéines de qualité qui couvrira naturellement vos besoins en acides aminés branchés notamment. Et à partir de là, la prise de BCA ou de leucine isolée supplémentaire n'aura pas d'utilité. Pour les végétaliens, les véganes, le problème vient du fait que les sources de protéines végétales sont en moyenne plus pauvres en leucine. La solution la plus simple pour les sportifs et donc surtout pour les pratiquants sport de force, musculation végane, est simplement d'augmenter un peu, 10, peut-être jusqu'à 20%, les quantités de protéines quotidiennes recommandées pour les omnivores. Dans ce cadre, les protéines en poudre végétale ont fait un peu des progrès pour être mieux équilibrées, notamment en BCAA, et peuvent éventuellement là être une aide, mais ce n'est jamais obligatoire évidemment. Et dans tous les cas, pour connaître précisément les quantités recommandées selon les différents cas de figure, je vous renvoie à nouveau à ma formation Natura Power pour aller plus loin sur ce sujet. Passons très rapidement sur l'analyse d'un deuxième effet potentiel des BCAA, qui est, faut être honnête, beaucoup plus rarement mis en avant par les marques, mais que je voulais tout de même citer, celui sur la force musculaire. Là aussi, les études disponibles ne montrent pas de résultats supérieurs de la prise quotidienne de BCAA ou de leucine isolée sur la force chez des pratiquants de musculation dans le contexte d'apport en protéines suffisants. Il n'y a pas des tonnes de données sur le sujet, mais en tout cas, celles disponibles ne permettent absolument pas d'en faire un argument en faveur des BCAA, donc on peut mettre cette allégation de côté. Troisième effet qui est peut-être celui le plus souvent mis en avant, une réduction des courbatures ou ce qu'on appelle en anglais le Delayed Onset Muscle Soreness, les douleurs musculaires d'apparition retardée, qui sont en général les plus fortes entre 24 et 72 heures après l'effort et qui sont principalement dues au microtraumatisme dans le muscle soumis à un gros effort. Ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque ce sont ces micro-lésions qui vont permettre au muscle de se reconstituer et de s'adapter. Est-ce que la prise de BCA peut réduire ces douleurs? Encore une fois, le but est de prendre l'ensemble des études disponibles sur le sujet, pas juste une qui nous convient, et ça tombe bien, puisque c'est ce qu'ont fait des chercheurs dans cette méta-analyse de 2017 qui synthétise 8 études de qualité qui existaient sur cette allégation. Les participants étaient principalement des hommes dans la vingtaine, avec pour 5 de ces études des athlètes de différents sports et pour les 3 autres des personnes non sportives. Et on les a tous soumis à différents efforts pour noter ensuite leur niveau de courbature, notamment en utilisant des marqueurs sanguins de dommages musculaires comme la créatine kinase ou le lactate déshydrogénase, et en leur faisant prendre des BCAA avant et en général aussi après l'effort. Bref, pour résumer très simplement, oui, il y a en moyenne un niveau de courbature ressenti et de créatine kinase inférieur le lendemain de l'effort chez ceux ayant pris des BCAA comparé à un placebo. Mais il y a plusieurs très grosses limitations à ces conclusions. D'une part, les participants prenaient en moyenne 3 à 10 grammes par jour, tous les jours, précédant le test, plus la prise avant et après la séance du test. Donc il faudrait suivre, a priori, ce dosage chronique. On ne sait pas si une dose inférieure et moins fréquente aurait un effet. D'autre part, si je prends aussi en compte d'autres études non incluses dans cette méta-analyse, il y a une grande variété dans les timings et les dosages des BCAA dans tous ces travaux. Donc difficile là aussi de donner une conclusion définitive. Ensuite, cet effet reste quand même très très modeste et surtout il est présent sur des catégories là, spécifiques, comme je viens de le dire. Des jeunes hommes, soit sportifs mais dans d'autres sports que la musculation, soit des non-sportifs,
En plus, la méthode pour mesurer l'effet sur les courbatures dans ces études est très particulière, puisqu'on ne fait faire en général voilà, qu'une seule séance ou une seule série d'exercices spécifiques, après laquelle on mesure le ressenti ou les marqueurs sanguins. Mais qu'en est-il des effets chez des pratiquants réguliers et confirmés de musculation? Est-ce que cet effet positif resterait dans le temps sur la durée? Difficile à dire à partir de ces données. De même, quels effets chez les femmes? Parce qu'il y a quasiment pas d'études sur la prise de BCAA spécifiquement chez les sportifs féminines, malheureusement. Et enfin, les deux très gros problèmes de ces études sont que d'une part, elles n'ont pas analysé à côté l'alimentation des participants, donc nous n'avons aucune idée des quantités de protéines ingérées quotidiennement par ces participants. Et comme je viens de vous le dire, pour la synthèse des protéines musculaires, c'est sûrement pareil ici, hein. Il est probable que certains participants ne mangeaient pas assez de protéines, donc ce sont eux chez qui les BCAA ont produit un petit effet, mais qu'à partir d'un niveau suffisant, voilà 1,5, 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps pour les pratiquants réguliers de sport de force, l'effet de la prise de BCAA supplémentaire disparaîtrait. Et d'autre part, l'autre problème de ces études sur les courbatures est qu'on compare toujours les BCAA à un placebo, en général une boisson contenant de la maltodextrine, mais le problème, c'est qu'il faudrait surtout des études comparant 3 cas de figure: les BCAA, un placebo et une protéine en poudre comme de la whey apportant la même quantité de BCAA pour avoir la différence aussi face à une protéine complète. Pour toutes ces raisons, en conclusion de cet argument d'un effet positif sur la récupération et la diminution des courbatures, oui, il y a peut-être un petit effet positif, mais il y a encore trop de trous dans la raquette dans ces études pour donner une conclusion définitive. Et comme je viens de le dire, il est logique de penser qu'un apport suffisant en protéines, couvrant donc aussi les besoins en BCAA, aurait les mêmes bénéfices. Quatrième et dernier effet couramment mis en avant, celui d'une réduction de la fatigue centrale liée à l'effort. Pendant un effort physique, la fatigue et la diminution des performances peuvent venir de différents endroits. Vos muscles peuvent avoir vidé leurs réserves énergétiques, ils peuvent aussi envoyer un signal au système nerveux pour éviter un risque de blessure, ou bien cela peut venir directement du cerveau, du système nerveux central. Dans le monde de la physiologie du sport, il y a ce qu'on appelle l'hypothèse de la fatigue centrale, qui ne fait pas encore totalement consensus, même si elle est quand même partagée par de très très nombreux experts. Pour vous résumer cette théorie de la manière la plus simple possible, et encore une fois, l'important, hein, c'est pas de retenir tous les termes que je vais utiliser ici, mais juste de comprendre le grand principe. Quand on fait un effort prolongé, notre corps va notamment libérer des acides gras pour s'en servir comme source d'énergie. Une partie de ces acides gras va se lier à l'albumine, qui est la principale protéine dans le sang. Sauf que l'albumine se lie aussi normalement au tryptophane, un acide aminé essentiel qu'on trouve donc dans les protéines. Plus d'albumine qui se lie aux acides gras, cela entraîne donc plus de tryptophane qui circule librement et qui va pouvoir passer dans le cerveau. Le tryptophane étant un précurseur de la sérotonine, c'est comme cela qu'on se retrouve avec une plus grande quantité de sérotonine pendant l'effort, sachant que la sérotonine est un neurotransmetteur qui peut augmenter cette sensation de fatigue. Voilà, en résumé, ce principe de la fatigue centrale causée par l'effort physique, c'est ça pour vraiment simplifier. Quel rapport avec les BCAA? En fait, les acides aminés branchés utilisent les mêmes transporteurs que le tryptophane pour passer dans le cerveau, pour traverser ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Donc en théorie, sur le papier, hein, augmenter ces apports en BCAA pourrait diminuer la quantité de tryptophane passant dans le cerveau et donc de sérotonine produite, diminuant ainsi cette sensation de fatigue. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, les résultats sont très très mitigés. Sans entrer dans trop de détails techniques compliqués, là je vous en ai donné assez déjà. Quand des études ont trouvé un effet positif, il est difficile d'en tirer de réelles conclusions pratiques. Par exemple, des chercheurs ont voulu tester différentes formulations. On a par exemple une étude qui a comparé d'un côté la prise de BCAA avec de l'arginine, un autre acide aminé, et de l'autre côté la prise d'un placebo, et qui a trouvé effectivement une légère amélioration sur la sensation de fatigue pendant l'effort. Mais comme ils ont ajouté une autre substance, l'arginine, impossible de dire si ce sont spécifiquement les BCAA qui ont agi. Et surtout, le taux de tryptophane circulant dans le sang n'avait pas diminué dans le groupe BCAA
par rapport au placebo. De plus, la majorité des études sont faites sur des pratiquants de sports d'endurance, course à pied, vélo, sport collectif comme le football, handball, etc. Donc impossible de transposer ces résultats tels quels sur des pratiquants réguliers et confirmés de sport de force, qui sont pourtant les plus gros consommateurs de BCAA. Dernier problème, exactement comme avec l'effet sur les courbatures, il y a aussi de grosses lacunes dans toutes ces études. On ne connaît pas l'alimentation des participants et s'ils consommaient assez de protéines à côté. On n'a pas de comparaison non plus avec un groupe qui prendrait une protéine complète comme de la whey ou autre. Et l'effet n'est mesuré que sur un effort unique. Aucune idée si cela resterait dans la durée à chaque séance. En résumé, sur l'argument de la diminution de la fatigue, il est possible qu'il y ait un très très léger effet sur de longs efforts d'endurance, mais sûrement principalement chez des débutants. Il y a trop d'inconsistances sinon dans les résultats pour pouvoir dire que c'est une allégation soutenue par des preuves scientifiques solides, surtout pour des pratiquants de musculation. D'ailleurs, des chercheurs dans une méta-analyse très récente de 2019 avaient eux carrément conclu à l'absence totale d'effet sur la fatigue. Et s'il y a un consensus aujourd'hui dans le monde de la recherche sur le sujet, c'est celui-ci, c'est sur l'absence de la preuve d'effet. Alors certains vont me sortir l'argument magique, oui, mais chez moi ça marche, je me sens moins fatigué pendant mes séances, je récupère mieux quand je bois ma boisson contenant mes BCA pendant mes entraînements, etc. Alors je rappelle encore une fois qu'un témoignage personnel, aussi nombreux soit-il, ne constitue pas une preuve puisqu'il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu, que c'est très certainement en grande partie un effet placebo. Je rappelle aussi que l'effet placebo n'est pas une absence d'effet. Il est aussi possible tout simplement que beaucoup de personnes ne boivent pas assez d'eau et que le fait d'ajouter une substance dedans les oblige à boire plus souvent et donc à mieux s'hydrater pendant leur séance. Il y a en plus tellement de paramètres qui peuvent rentrer en jeu dans la fatigue, le manque de sommeil, le manque de réserve énergétique à cause d'une mauvaise alimentation en amont de l'effort. Il y a aussi d'autres substances qui ont plus de preuves solides pour diminuer cette fatigue, à commencer évidemment par la star d'entre elles, c'est la caféine, voire même certaines plantes, telles que la rhodiola ou la ashwagandha, des substances d'ailleurs que j'analyse aussi en détail dans ma formation Natura Power. En conclusion, encore une fois, mon but n'est pas ici d'attaquer un produit, mais simplement de mettre en face des allégations et la réalité des preuves scientifiques. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes un pratiquant de sport de force, musculation, haltérophilie, crossfit, etc., concentrez-vous sur le fait de manger assez de protéines complètes au quotidien, en privilégiant toujours et avant tout les aliments solides, même si l'intérêt d'une protéine en poudre peut toujours se discuter pour des questions de praticité principalement. J'ai d'ailleurs un guide complet des protéines en poudre en vidéo dans mon programme Natura Power. Et ensuite, pour des besoins spécifiques comme la fatigue, il y a beaucoup de méthodes qui existent et il y a aussi éventuellement des suppléments qui ont, eux, fait un peu mieux leurs preuves, comme je l'ai dit. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre d'analyse et si vous en voulez sur d'autres compléments à l'avenir éventuellement. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Toutes les références des études sont évidemment en description comme d'habitude. Et pour ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur sur leur nutrition sportive, toutes les infos sur ma formation Natura Power sont également en dessous de cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.